Voilà, donc on va passer au dernier dossier de cette conférence. Donc le dossier 4, il s'agit de Victoire, qui a 14 ans, qui est amenée à votre cabinet, par sa maman, qui trouve que sa fille, très fatiguée en ce moment, a perdu beaucoup de poids récemment. Donc quelles sont les étiologies à envisager devant cette perte de poids? La plainte de la jeune fille porte essentiellement sur le fait qu'elle n'est pas encore réglée et que cela l'inquiète. Question 2, quelles sont les étiologies d'un retard pubertaire? À l'examen clinique, outre des signes de puberté bien démarrés, vous objectivez une franche polyuropolydipsie. Donc quelles en sont les causes possibles et quels gestes simples peut orienter vers la plus courante? Vous évoquez rapidement un diabète de type 1 et vous décidez d'hospitaliser Victoire pour faire le bilan de cette maladie. Question 4, quels examens complémentaires prescrivez-vous et qu'en attendez-vous? Question 5, quelle est votre prise en charge immédiate et à long terme? Quelques mois plus tard, Victoire est amenée aux urgences par les pompiers, dans un état comateux. La maman arrive affolée en expliquant qu'il est de plus en plus difficile de faire accepter sa maladie à la jeune fille. Quelles sont toutes les étiologies à évoquer de principe devant ce coma? Question 7. Quelle est votre prise en charge si on est dans l'hypothèse la plus probable? Donc la correction. Donc, une fille, 14 ans, qui est fatiguée et qui perd du poids. Donc quelles sont les étiologies à envisager? Donc ce sont les étiologies d'une altération de l'état général avec amaigrissement. Donc il faut d'une part éliminer toutes les étiologies organiques, qui sont les étiologies infectieuses, avec en premier lieu la tuberculose, qui sont les étiologies métaboliques et endocrinologiques, donc le diabète, les pathologies thyroïdiennes, l'insuffisance surrénale. On a également toutes les causes néoplasiques et les causes inflammatoires, notamment, ayez ça en mémoire, je vais vous l'écrire quelque part, le diagnostic différentiel de l'anorexie, c'est le Crohn. Donc sur un dossier d'anorexie, je ne saurais que vous conseiller de bien faire une VS et de demander s'il y a des troubles du transit et compagnie. Voilà, et une fois que vous avez éliminé toutes ces causes organiques, vous pouvez commencer à envisager les étiologies non organiques, qui sont l'anorexie mentale, les toxicomanies, le syndrome dépressif, l'anxiété chronique et compagnie. Bon, alors en fait, cette jeune fille, elle, ce qui l'embête surtout, c'est qu'elle n'est pas encore réglée et que cela l'inquiète beaucoup. Quelles sont les étiologies d'un retard pubertaire? Donc juste un petit rappel. La puberté, il faut que vous connaissiez, enfin pas le connaître en détail, mais que vous sachiez évoquer le score de Tanner. Le score de Tanner, c'est un score de puberté qui, chez la fille, prend principalement en considération l'évolution mammaire et l'évolution de la pilosité pubienne, et également, mais de façon moindre, le développement vulvaire et la pilosité axillaire. Et chez le garçon, c'est la même chose, c'est la pilosité axillaire pubienne et également le développement de la verge et des testicules. Donc ça, c'est le score de Tanner. Et un retard pubertaire, juste pour qu'on soit bien clair, c'est une absence de développement pubertaire à 15 ans chez le garçon, à 13 ans chez la fille, ou alors pas de règle à 15 ans pour la fille. Donc, un retard pubertaire. Ça peut avoir plusieurs choses. Pour démarrer une puberté, il faut que les hormones hypothalamo-hypophysaires fonctionnent pour aller stimuler de façon correcte les organes génitaux internes, à savoir chez la fille l'ovaire, chez le garçon les testicules. Et ensuite, pour déclencher la puberté, il faut que ces organes génitaux internes fonctionnent correctement. Donc il faut avoir des hormones hypothalamo-hypophysaires qui fonctionnent, des organes génitaux internes qui fonctionnent, et des organes génitaux internes non sécréteurs qui fonctionnent également. Donc, chez la fille, les causes centrales, donc l'atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est soit une tumeur, soit une section de la tige pituitaire, soit une irradiation cérébrale, notamment les enfants qui ont eu des tumeurs cérébrales dans l'enfance et qui ont été irradiées. Donc ça, ce sont les causes principales en centrale des retards pubertaires. Après, on a toutes les causes périphériques.
Donc les causes périphériques, soit elles touchent les ovaires, enfin les gonades, pour les deux, et auquel cas ce sont souvent des malformations congénitales ou acquises, donc des chirurgies, des infections, voilà, notamment la tuberculose. Et après on a toutes les atteintes génétiques, notamment le testicule féminisant et le Turner. Mais le Turner, je l'ai remis un petit peu plus loin. Et après, on a tous les retards de croissance. Une puberté ne peut se faire que si la croissance a atteint un niveau optimal. Donc si on a un retard de croissance, on a forcément un retard pubertaire qui est consécutif. Et donc, on revient sur les causes de retard de croissance. On a les retards de croissance constitutionnels, donc avec les anomalies chromosomiques, et c'est là que je n'insisterai jamais assez sur le Turner chez la fille. Voilà. Après, on a les chondrodysplasies qui sont des anomalies des cartilages de croissance, genre mimimati, comme ça vous voyez. Le RCU, ce sont des enfants qui naissent petits et qui ont du mal à rattraper une croissance normale. Et puis après, on a la petite taille essentielle, ce sont des enfants qui sont petits, dont les parents sont petits et qui sont programmés pour être petits. Ensuite, on a toutes les maladies chroniques, qu'elles soient cardiaques, pulmonaires, rénales, digestives, métaboliques et j'en passe. Toute maladie chronique peut entraîner un retard de croissance, donc un retard pubertaire. Et ensuite, on a toutes les endocrinopathies, l'hypothyroïdie, le déficit en GH, l'hypercorticisme et compagnie. Mais après, quand même, de loin, la cause la plus fréquente de retard pubertaire, c'est le retard pubertaire simple. Il n'y a aucune étiologie retrouvée et la puberté va juste démarrer avec 1, 2, 3, 4 ans de retard. Donc, vous examinez cette jeune fille, elle a démarré sa puberté. Donc, elle a 14 ans, elle a démarré sa puberté, elle a juste pas ses règles, vous pouvez la rassurer, lui dire que ça va venir. Par contre, quand vous l'examinez, quand vous lui posez des questions, vous tombez sur une polyuropolydipsie. Donc, quelles en sont les causes possibles et quel geste simple peut orienter vers la cause la plus fréquente. Donc, la polyuropolydipsie, il y a deux façons de la voir. Soit c'est une polyurie, donc on urine beaucoup, donc forcément on a besoin de beaucoup boire pour compenser. Soit c'est le contraire, on boit beaucoup et du coup on urine beaucoup. Quand c'est la polyurie qui est en premier, les causes, ce sont le syndrome cardinal du diabète, à cause d'une diurèse osmotique de par la glycosurie. On a le diabète insipide, qu'il soit central ou néphrogénique. Vous savez, c'est avec la sécrétion d'ADH, l'hormone antidiurétique, qui est anormale en cas de diabète insipide central, qui est normal dans le néphrogénique, mais dans le néphrogénique, ce sont les récepteurs sur le rein qui sont anormaux. Donc du coup, ça ne marche pas. Ensuite, on a l'hypercalcémie qui entraîne une polyuropolydipsie et les causes psychiatriques. Et après, dans les causes que je n'ai pas notées là, mais qu'il faut quand même avoir en tête, ce sont les causes de polydipsie qui entraînent une polyurie. Et notamment, c'est l'hyperthyroïdie, où on a très chaud, qu'on boit beaucoup et que du coup on a une polyurie. Voilà. Mais bon, le plus courant dans tout ça, ça reste quand même le diabète. Et du coup, on fait une BU pour rechercher une glycosurie et une cétonurie. Voilà, donc vous évoquez rapidement un diabète de type 1 chez Victoire et vous décidez de l'hospitaliser pour faire le bilan de cette maladie. Quels examens complémentaires et qu'en attendez-vous? Donc, d'une part, vous évoquez un diabète de type 1, il faut en faire le diagnostic positif. Donc pour ça, c'est la même définition chez tout le monde. Il faut 2 dosages de glycémie à jeun supérieurs à 1,26 g par litre ou supérieurs à 7 mmol par litre. Et ça, il faut 2 dosages différents, 2 jours différents. Ou alors, si la personne n'est pas à jeun, à n'importe quel moment de la journée, ce sont des valeurs de glycémie supérieures à 2 g par litre. Ça, c'est pour le diagnostic positif de diabète. Ensuite, le diabète, il y a le type 1, le type 2, les diabètes mitochondriaux et compagnie. Donc, si on évoque un type 1, ce sont d'abord par des arguments cliniques, avec notamment le syndrome cardinal, qui est dû à une glycosurie, une cétonurie, et qui entraîne une perte de poids et une polyuropolydipsie. Et d'ailleurs, la cétonurie signe l'insulinopénie, et l'insulinopénie, par définition, c'est un type 1. D'accord ?
Donc, bien évidemment, le terrain vous oriente beaucoup. Une petite puce de 3 ans, toute maigrichonne, avec un syndrome cardinal typique, il y a peu de chances quand même que ce soit un type 2. Au contraire, la dame de 48 ans, hypercholestérolémiée, avec une hypertension artérielle et un surpoids, bah, il y a plus de chances quand même que ce soit un type 2. Voilà, donc là déjà ça vous cible le type 1 ou le type 2. Mais ensuite, les examens complémentaires qui vous aident, ce sont la présence d'auto-anticorps, notamment les anti-GAD, les anti-îlots de Langerhans. Parce que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune avec des auto-anticorps. Et toute maladie auto-immune est fréquemment associée à d'autres maladies auto-immunes. Donc, si en plus de ce diabète, vous tombez sur une thyroïdite ou une NEM, etc., et ben, ça vous signe quand même franchement un type 1. Donc, vous avez fait le diagnostic positif, vous avez fait le diagnostic de type 1. Maintenant, il faut que vous fassiez un bilan des complications. Donc, les complications du diabète, il y a la microangiopathie avec la néphropathie diabétique, donc vous faites une microalbuminurie. Il y a la rétinopathie diabétique, il faut faire un fond d'œil et une angiographie à la fluorescéine. Donc ça c'est pour les microangiopathies. Les macroangiopathies, il faut faire un bilan cardiovasculaire à la recherche de tous les facteurs de risque cardiovasculaire. On réalise également un ECG et on fait les autres examens en fonction des signes d'appel. C'est évident qu'une jeune fille de 14 ans a assez peu de chances d'avoir une artérite des membres inférieurs, mais de façon générale, il faut être systématique. Dès qu'on vous pose une question sur le diabète, vous évoquez toutes les étiologies, c'est encore le plus simple. Ensuite, nous avons les neuropathies, donc il faut faire un examen clinique complet, voir s'il n'y a pas une polynévrite ou une mononévrite. Et vous examinez bien les pieds, parce que même à 14 ans, il peut y avoir un mal perforant plantaire. Et le quatrième item des complications de la maladie diabétique, ce sont bien évidemment les infections, donc ça c'est un examen clinique complet. Alors, la prise en charge immédiate, puis la prise en charge à long terme. Alors immédiatement, c'est pas très compliqué, faut commencer l'insulinothérapie sous-cutanée. Et il faut surveiller la glycémie, la glycosurie, l'acétonurie. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Là, pour moi, vous avez tous les points si vous m'écrivez ça. Par contre, ce qui est beaucoup plus long, c'est à long terme. Là, il y a beaucoup plus de choses à dire. C'est une maladie chronique, donc le traitement, il est à vie. La prise en charge, elle se fait en ambulatoire. Il y a une prise en charge à 100%. Et on peut aider le patient en lui donnant les coordonnées des associations de malades. Et il a absolument besoin de sa carte de diabétique. Donc ça marche pour le diabète, ça marche pour toutes les autres maladies chroniques. Hein. Tout ce que je viens de vous dire là. Ensuite, très important dans le diabète, les règles hygiéno-diététiques. Le régime est normocalorique, équilibré. Je vous le refais pas, vous avez tout le détail ici. En 4 repas, plus ou moins 1 ou 2 collations, en fait ça dépend du schéma d'insulinothérapie. Mais bon, globalement vous retenez normocalorique équilibré. Et une activité physique régulière. Et le traitement spécifique, c'est l'insulinothérapie substitutive en sous-cutané. Les schémas sont très variables. Et ce qui est presque plus important, c'est l'autosurveillance. Avec le carnet indispensable. Et donc, il faut bien faire les dextro et les BU. Ensuite, une fois que vous avez traité, il faut éduquer. Encore une fois, éduquer, c'est presque le plus important dans les maladies chroniques. En pédiatrie, il faut éduquer et les parents et les enfants. Donc vous éduquez sur la maladie, le traitement, les complications aiguës, les complications chroniques et les signes d'alerte. Donc quand est-ce qu'il faut faire plus de dextro, quand est-ce qu'il faut ne pas hésiter à faire une bandelette, comment on augmente l'insuline, comment on la diminue, comment on gère tous les petits problèmes de la vie quotidienne chez un diabétique.
Et ensuite, c'est une maladie chronique, à vie, qu'on aura tout le temps, jusqu'à ce que la thérapie génétique marche, mais il y a un petit peu de marge. Il va donc falloir surveiller l'apparition et prendre en charge les complications. Donc ça, c'est toutes les complications chroniques. Et je vous ai oublié les complications aiguës, mais bien sûr, faut les prévenir et les traiter également. Et donc ça, en général, ça se fait en consultation, sauf chez les patients qui sont peu observants. Donc, quelques mois plus tard, Victoire est amenée aux urgences par les pompiers dans un état comateux. La maman arrive affolée en expliquant qu'elle a de plus en plus de mal à faire accepter sa maladie à sa fille. Quelles sont toutes les étiologies à évoquer de principe devant un coma? Enfin, devant ce coma d'ailleurs. Donc, c'est une diabétique de type 1 qui est sous insuline. Donc, il faut de principe évoquer l'hypoglycémie et l'acidocétose, déjà. Ensuite, elle est peut-être diabétique, mais c'est aussi une ado. Et alors, une ado, il faut évoquer tout un tas de choses. On évoque l'intoxication médicamenteuse volontaire, on évoque l'overdose, le coma éthylique, on évoque également le traumatisme crânien, et après, c'est pas spécifique à l'adolescente, mais il faut évoquer systématiquement l'intoxication au CO, faut y penser tout le temps à ça. L'hémorragie cérébro-méningée, bon, l'état de choc pour causes diverses, puis après toutes les causes métaboliques, infectieuses, etc. Mais là, ce qui serait coté, c'est vraiment l'hypoglycémie, l'acidocétose, l'intoxication, les toxiques, le trauma crânien et l'intoxication au CO. Donc, si on est dans l'hypothèse la plus probable, à savoir quand même l'acidocétose, d'autant plus que la maman de Victoire nous dit qu'elle ne prend plus son insuline, a priori. Donc, elle a toutes les chances de faire une acidocétose. Donc d'abord, il faut poser le diagnostic positif. Il faut voir si elle n'a pas une hyperglycémie majeure, avec une acidose métabolique et une cétose. Le traitement spécifique, d'une part, il faut faire un remplissage vasculaire, parce qu'elle se remet dans le cas d'un syndrome cardinal avec une grande déshydratation. Donc souvent, quand ils arrivent dans le coma, ils arrivent aussi complètement déshydratés. Donc on les remplit, on les réhydrate. Ensuite, le traitement indispensable, c'est une insulinothérapie à la seringue électrique jusqu'à la disparition de la cétose. C'est pas jusqu'à la normalisation de la glycémie. La normalisation de la glycémie, vous allez la voir en 2-3 heures. Vous, c'est pas ça que vous voulez faire. Cette jeune fille, elle s'est mise en insulinopénie parce qu'elle ne prend pas son insuline. Donc depuis plusieurs jours, son organisme n'a plus d'insuline et est obligé d'aller chercher de l'ATP et des métabolites ailleurs que dans les voies aérobies standards. Donc elle utilise à fond sa cétogénèse et donc elle s'est mise en cétose énorme. Et donc avant de renverser cette situation d'insulinopénie, c'est pas avec quelques unités d'insuline que vous allez y arriver. Donc il faut que vous arriviez à compenser toutes les bêtises qu'elle a fait depuis quelques jours. Donc en général, c'est 2-3 jours à la seringue électrique d'insuline. Et donc c'est bien la cétose que vous voulez voir disparaître. Quitte à mettre du glucosé en plus de l'insuline, ce qui est un peu contradictoire, je vous l'accorde, mais c'est vraiment la cétose qui doit disparaître, je n'insisterai jamais assez. Ensuite, bon, a priori, la maman vous dit qu'elle n'est pas très observante, mais il faut quand même chercher un facteur déclenchant. Et notamment, ça vaut pas forcément le coup dans un dossier d'adolescente, mais un dossier d'adulte, il faut absolument rechercher l'infarctus, les toxiques, l'infection. Et les autres causes de décompensation, c'est une erreur de régime, une corticothérapie, un stress, etc. Et puis ensuite, il faut faire tout le traitement symptomatique. Donc ça, c'est un traitement symptomatique de réanimation, une stabilisation hémodynamique et respiratoire, une rééquilibration hydroélectrolytique, notamment le potassium, parce que pareil, avec l'insuline, vous allez faire rentrer tout le potassium dans les cellules, donc vous allez vous retrouver en hypokaliémie très rapidement. Donc vous n'hésitez pas à supplémenter en potassium. Par contre, l'alcalinisation a rarement d'intérêt, le meilleur traitement c'est l'insuline. Voilà, et donc vous surveillez très régulièrement la glycémie par un dextro au moins toutes les heures,
l'ABU à chaque miction, les gaz du sang très fréquemment, ainsi que l'ion au sang jusqu'à leur normalisation. Voilà pour le traitement de l'acidocétose. Et voilà pour la fin de la conférence. Je vous souhaite un bon courage pour les quelques semaines ou mois qui vous restent jusqu'au concours. Et puis voilà, bon courage. Je suis sûre que ça va bien se passer.